Bonjour et merci à tous pour votre présence. Et merci beaucoup, Sally Coco Moufouene, pour cette invitation. C'est l'occasion pour moi, effectivement... Un peu plus fort, pardon. C'est l'occasion pour moi de venir parler donc, de cette thématique des langues en danger, même si je tiens tout de suite à l'avouer, ce n'est pas forcément mon domaine de spécialité, puisque je suis plutôt spécialiste de la description des langues. Donc effectivement de langues d'Afrique de l'Ouest, parlées plus particulièrement au Sénégal. Et je voulais donc préciser tout de suite que cette thématique des langues en danger et de la mort des langues que je vais présenter aujourd'hui, je vais vraiment la présenter du point de vue de quelqu'un qui travaille en description des langues et qui travaille dans une perspective que l'on appelle la typologie, c'est-à-dire dans la perspective d'une approche linguistique qui s'intéresse à la diversité linguistique, c'est-à-dire aux différences entre les langues plutôt que les points communs. Donc c'est vraiment de cette perspective-là que je vais aborder cette thématique des langues. Alors mon plan il va être très simple, je vais faire deux parties. La toute première, je vais revenir sur ce concept de mort des langues et des langues en danger, et je vais rappeler aussi les causes, donc les raisons pour lesquelles les langues disparaissent. Et je vais m'attarder un tout petit peu aussi sur ces raisons plus récentes que l'on met généralement en avant. Et ensuite, je vais faire forcément un focus sur le domaine que je connais le plus particulièrement. Donc, je vais parler un tout petit peu de l'Afrique en général, mais après, je vais surtout me focaliser sur l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal et ce que l'on appelle donc les langues atlantiques. Et je ferai un tout petit passage sur le français et les conséquences de la présence de la langue française sur le continent africain dans cette problématique des langues en danger. Et donc la toute première partie, ça va être plutôt sur donc les langues en danger et les conséquences, les causes, les raisons pour lesquelles ces langues disparaissent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les langues, elles ont toujours disparu. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau ni de récent. Et il y a deux façons pour les langues de disparaître. Donc la première, qui n'entre pas du tout dans cette thématique des langues en danger et de mort des langues, c'est le fait que les langues, elles changent. Ce sont des objets qui changent tout le temps, et c'est un petit peu ce que l'on a entendu tout à l'heure, hein, le fait que les langues empruntent à d'autres et qu'elles changent progressivement. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, c'est quelque chose qui est relativement lent, et on considère qu'il faut en moyenne 1000 ans à peu près pour qu'une langue change pour devenir d'autres langues. C'est-à-dire qu'au fil du temps, les langues, elles évoluent, elles changent, et on perd l'intercompréhension, et donc on va parler de langues différentes. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle les langues vont disparaître, et ça n'entre pas du tout, j'y reviendrai tout à l'heure, dans cette thématique des langues en danger et de la mort des langues. Ce que l'on entend par mort des langues, c'est un processus qui est, lui, beaucoup plus rapide, qui met en gros entre 100 et 400 ans à peu près, et on peut voir aussi que pour certaines langues, ça peut aller beaucoup plus vite, en 1 à 3 générations. Alors, juste pour montrer pourquoi le premier cas de disparition de langue n'est pas considéré comme entrant dans cette problématique des langues en danger, c'est représenté sous cette figure que vous avez là, ce que l'on appelle un arbre phylogénétique, qui montre en fait que là, au tout début, alors est-ce que j'ai un petit pointeur? Non. Au tout début, là où il n'y a pas de nom, c'était à l'origine une langue qui parlait il y a très longtemps, dont on ne connaît pas le nom, qui au fil du temps a évolué dans tout cet ensemble de langues-là. Donc là, on est en Afrique, on est dans ce cluster du Kikongo, donc des langues parlées aujourd'hui, très diverses, qui ont une langue de départ absolument commune. Ce que l'on voit ici, c'est qu'on a une langue qui certes a disparu, mais qui a donné naissance en fait à tout un tas de langues, raison pour laquelle on ne fait pas entrer cette disparition des langues dans la problématique de mort des langues, puisqu'en fait elle participe à ce que l'on appelle la diversification linguistique, puisqu'elle va donner naissance à des langues vraiment différentes. Les raisons, par contre, qui vont, elles, provoquer la disparition d'une langue et qui vont faire qu'on va parler d'une problématique des langues en danger, c'est un autre phénomène, c'est
les cas où la langue va disparaître, donc dans un premier temps parce que l'ensemble des locuteurs eux-mêmes disparaissent, par des catastrophes naturelles, par des guerres, par tout un tas de choses pas très sympas. Et le deuxième phénomène de disparition des langues, c'est ce que l'on appelle l'abandon de la langue par un phénomène d'assimilation culturelle. Et donc ça, c'est cette cause première de disparition des langues qui préoccupe aujourd'hui la plupart des linguistes, puisqu'on va voir que la situation, même si on est dans une cause qui est toujours et qui a toujours existé, la situation a quand même un petit peu changé. Cette disparition, disparition des langues par des phénomènes d'assimilation culturelle, vous en avez un exemple ici. C'est la branche que vous avez tout en bas, qui est donc le gaulois. Donc on sait que aujourd'hui en France, on parle la langue française, mais on sait aussi que nos ancêtres étaient les Gaulois. C'est-à-dire que nos ancêtres parlaient une autre langue que celle que l'on pratique aujourd'hui, et la langue que l'on pratique aujourd'hui n'est pas une descendance de la langue gauloise, c'est une langue qui a un autre apparentement. Et ce que l'on voit aussi sur cette carte, enfin sur cette représentation, sur cette figure, c'est que le gaulois est une langue qui a disparu, qui a certes mis longtemps à disparaître, mais qui n'a pas donné de descendance. Et donc en fait, quand on parle de phénomène de mort des langues et de langue en danger, c'est cet aspect-là en fait qui est mis en avant, c'est le fait non pas qu'une langue disparaisse, puisque c'est ce que l'on a vu, les langues elles disparaissent et elles disparaissent depuis toujours, mais c'est que certaines langues s'éteignent sans donner naissance à de nouvelles langues, sans participer à la diversification linguistique. Donc, ce que je veux pointer ici, c'est le fait que ces causes et les raisons pour lesquelles les langues disparaissent sont les mêmes, elles ont toujours été identiques et elles n'ont pas changé aujourd'hui. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui et ce que l'on comprend mieux aujourd'hui en linguistique, c'est que ces raisons ont commencé il y a très longtemps. Les causes de la disparition des langues ont commencé il y a très longtemps et que ça a pour conséquence en fait ce que l'on appelle une perte de la diversité linguistique profonde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la connaissance de l'existence de branches de langues qui ont existé et qui se sont éteintes sans donner de descendance. Et ces branches-là, en fait, sont de plus en plus nombreuses et les phylums et les familles qui restent sont de plus en plus réduits et donc participent à la perte de la diversité linguistique. Ce que je vais vous montrer là, donc je m'en excuse tout de suite parce que je ne vais pas pouvoir le présenter de façon très détaillée, mais c'est le résultat de plusieurs études qui ont été faites par des linguistes qui travaillent sur justement la disparition des langues depuis très longtemps. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, quand on observe la disparition des langues, on se rend compte qu'on a des phases successives, d'abord des phases de grande diversification, donc un petit peu la représentation que je vous ai montrée de ces arbres phylogénétiques, donc de ces langues, qui progressivement, tout au long du temps, se diversifient, changent, évoluent et vont donner naissance à de nouvelles langues. Et ces phases de diversification linguistique, elles sont suivies de phases de rupture. Et ce que l'on sait aujourd'hui, quand on remonte en fait à une connaissance que l'on a des langues telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui, on peut faire remonter ça à peu près il y a 100 000 ans depuis aujourd'hui, en fait on voit que la diversité linguistique, elle a suivi différentes phases, d'abord des phases d'équilibre, suivies d'une phase de rupture, suivies d'une autre phase d'équilibre, et la situation dans laquelle on est en ce moment, c'est cette deuxième phase de rupture, c'est-à-dire une deuxième phase qui entraîne une disparition de la diversité profonde. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un processus qui se suit, c'est-à-dire que la première phase de rupture, elle apparaît grosso modo au moment de l'émergence de l'agriculture et de l'élevage, et ça a comme conséquence en fait un changement de notre façon de vivre. Ce changement de façon de vivre, en fait, il va provoquer généralement la sédentarisation, parce que pour faire de l'agriculture, il faut se poser, planter, cultiver, ça prend du temps et ça prend de l'espace, mais aussi, ça veut dire aussi s'installer quelque part. Et c'est à partir de ce changement de mode de vie
que certaines branches des langues qui existent vont se répandre par des processus d'assimilation culturelle. Et donc participer déjà à une première perte de la diversité linguistique. Et donc ces branches qui se sont éteintes, en fait, elles disparaissent et elles disparaissent à jamais. C'est-à-dire qu'elles ne donnent pas naissance à de nouvelles langues, donc on ne peut pas les étudier aujourd'hui. C'est suivi bien sûr d'une autre phase qui est d'une phase d'équilibre et qui donc va participer à la diversification. Ce qui veut dire que les langues qui ont survécu à cette première phase de rupture vont changer, évoluer, se diversifier. Et on considère que cette deuxième phase d'équilibre a donné naissance à l'ensemble des phylums et des grands stocks linguistiques que l'on connaît aujourd'hui en linguistique. La deuxième phase de rupture, elle commence donc au XVe siècle, c'est-à-dire au moment où les Européens atteignent les côtes de l'Afrique. Et c'est pour ça que je vais aussi beaucoup parler de langue africaine. Et on considère que cette deuxième phase de rupture, en fait, elle a deux périodes. Donc d'abord l'arrivée des Européens sur les côtes africaines et ensuite donc ces phénomènes d'industrialisation et de globalisation suivis pour quelques régions de mondialisation. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'il faut garder en tête pour la linguiste que je suis, la typologue que je suis, c'est qu'une fois que les langues ont disparu, elles ont disparu à jamais. C'est-à-dire que les particularités linguistiques que possèdent ces langues-là ne seront jamais retrouvées. Les deux citations que je vous ai données ici, elles sont extraites de deux ouvrages différents. Donc Nicolas Evans qui traite dans cet ouvrage-là particulièrement de la disparition des langues, qui précise que c'est un trait frappant de la linguistique qu'aucun des étonnants traits typologiques que le travail de terrain a permis de découvrir n'ait été anticipé par pure déduction. Et donc ça, c'est vrai, c'est-à-dire que toutes les particularités que l'on connaît aujourd'hui en linguistique, donc les langues à hiérarchie de personnes, l'ergativité, mais aussi les dérivations applicatives pour certains, pour les non-spécialistes de langues un peu exotiques, tous ces phénomènes-là, on ne peut pas les anticiper si on n'a pas un fait linguistique qui nous montre que ça existe et donc on peut le décrire. On ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas l'anticiper. Et la deuxième citation, elle est extraite de Martin Aspelmath, qui lui ne parle pas dans ce cas-là de mort des langues, mais qui traite directement de la typologie et qui pose la question de savoir comment on fait pour décrire ces langues-là quand on n'a pas forcément le matériel adéquat. C'est-à-dire que quand on décrit une nouvelle langue, généralement, on décrit ce qu'il appelle dans cette phrase-là une catégorie folle, c'est-à-dire quelque chose que l'on n'avait pas anticipé et donc que l'on ne sait pas encore décrire, que l'on ne sait même pas encore comment nommer. Et ça, c'est une des difficultés de la typologie et de la description des langues, c'est qu'il faut, avec la terminologie que l'on a et avec la terminologie basée sur les langues que l'on connaît, arriver à décrire de nouvelles langues avec des choses linguistiques qui sont parfois très surprenantes. Et c'est cette diversité-là linguistique qui est en train de disparaître. Donc je vais juste vous montrer deux cartes qui sont imparfaites en linguistique. Les cartes sont rarement parfaites. Ces deux cartes, en fait, qui représentent exactement la même chose, mais pas tout à fait. Elles sont ni justes, ni vraies, ni l'une ni l'autre. Et donc je voudrais... Alors, est-ce que je peux faire ça ? Oui. Donc cette carte-là, en fait, ça représente le niveau des familles linguistiques. C'est-à-dire, ce n'est pas les plus grandes reconstructions que l'on peut faire en linguistique aujourd'hui, c'est le niveau juste en dessous. Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas remonter au niveau de stock ou de phylum pour l'ensemble des langues que l'on connaît aujourd'hui. Il y a certaines langues pour lesquelles il est difficile de faire des reconstructions plus hautes. Et donc, quand on veut comparer les langues ensemble, c'est mieux de prendre un niveau comparable, et donc c'est mieux de prendre le niveau des langues. Ce que l'on voit ici, c'est donc elle n'est pas tout à fait complète, hein, forcément. Peut-être que tout le monde n'y retrouvera pas ces petits pour s'il y a des spécialistes de langues particulières dans la salle, mais elle permet quand même de montrer qu'il existe une grande diversité linguistique aujourd'hui. Les langues, on peut les rassembler dans des familles, et ces familles sont multiples et plurielles.
Donc on reconnaît en rouge en haut la famille des langues romanes. Vous avez en jaune sur le continent africain la famille sémitique, en bleu clair le berbère. Et si vous regardez sur le continent américain, vous avez d'autres familles. Et c'est cette diversité linguistique-là qui est en train de disparaître. Oups. Je ne voudrais pas faire de bêtises, voilà. Et ce que vous avez ici, c'est une autre représentation qui est tout aussi juste, ou voire tout aussi fausse, qui représente, elle, le niveau des stocks, des phylums, et c'est les stocks et les phylums qui sont dominants sur chacun des continents. Et ce que l'on voit ici, donc c'est non pas, si vous prenez l'Afrique du Nord, c'est pas l'afro-asiatique avec les langues, c'est pas les langues sémitiques et les langues berbères, c'est l'afro-asiatique. Donc c'est le phylum, c'est le rassemblement plus haut que l'on peut faire pour ces familles de langues. Et effectivement, en conséquence, tout le nord de l'Afrique est quasiment en jaune. Ce que l'on voit pour le reste du monde, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul phylum. Or c'est faux. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que beaucoup de familles, on ne peut pas remonter à un niveau de stock, à un niveau de reconstruction plus haut. Et donc en fait, ce vert clair que vous avez qui est dominant, c'est l'indo-européen. C'est-à-dire que quand on regarde les langues qui sont dominantes, quand on regarde les langues qui sont les plus parlées sur certaines régions du monde, on se rend compte que les langues qui sont les plus parlées appartiennent à des langues indo-européennes. Et donc c'est vrai, effectivement, si on regarde sur les Amériques, on a effectivement de l'anglais et de l'espagnol qui sont quand même des langues largement parlées sur ce continent. Et là où ma présentation va suivre, c'est justement sur la particularité du continent africain sur cette carte. C'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble des langues du monde, on se rend compte qu'effectivement, certaines langues prennent le pas sur d'autres, donc certaines langues s'étendent, mais l'Afrique n'a pas la même couleur. Elle est multiple et variée, et il y a juste le bas du continent africain qui présente cette teinte de vert clair, et je vais y revenir par la suite. Non, ah mince. Pardon. Donc, la suite de ma présentation, donc ça va plutôt être justement sur la particularité du continent africain. Pourquoi est-ce que quand on observe le continent africain et qu'on regarde les phylums qui s'étendent qui dominent de façon assez importante sur la planète, l'Afrique a cette position, cette situation particulière. Donc, si je reviens sur cette carte, donc on retrouve effectivement les grands phylums qui sont généralement reconstruits pour le continent africain, donc l'afro-asiatique, le Niger-Congo, le Nilo-Sahara et l'ensemble des langues khoïsanes, avec quand même donc, les langues indo-européennes dans le sud. Donc ça, pour tous ceux qui ont suivi les cours de Saliko Komofwene, maintenant vous savez que c'est parce que c'est aussi dans cette zone d'Afrique qu'on a eu une colonisation de peuplement, alors que dans le reste de l'Afrique, on n'a pas eu tout à fait le même type de colonisation. Ce qu'il faut savoir quand on s'intéresse à la question de la diversité linguistique, c'est que l'Afrique est généralement plutôt bien connue, avec une présentation relativement stable des familles et des phylums. Donc c'est ce que vous avez ici sur cette carte, donc, qui est plutôt tirée des travaux de Greenberg de 1963, et donc où effectivement on reconnaît sur le continent africain 4 grandes familles. Ce que vous avez ici sur cette carte, c'est plutôt les cartes que présentent les africanistes, c'est-à-dire ceux qui ont plutôt l'habitude de travailler sur des langues africaines, qui montrent que quand on s'intéresse à la diversité des langues et quand on s'intéresse à la diversité et aux familles des langues africaines, on sait aujourd'hui que il n'y a pas une révolution dans la classification des langues africaines faite par Greenberg, mais il faut apporter quand même un petit peu plus de diversité.
Et ce que l'on sait aujourd'hui dans la description de ces langues, c'est que, par exemple, ce que l'on a considéré depuis longtemps comme étant un phylum Khoisan, en fait, aujourd'hui, on sait qu'on a 3 familles qui sont distinctes et que l'on ne peut pas rassembler dans un phylum supérieur. Et qu'il existe aussi des branches, des familles, des groupes de langues qui ont été rattachés à certains phylums dans la classification de Greenberg, qu'aujourd'hui on sort de ces familles. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, plus on avance dans la description des langues africaines, plus on se rend compte en fait de la diversité linguistique qu'elle recèle, qu'elle n'est pas aussi simple que ces 4 grands phylums que l'on a l'habitude de présenter, et qu'il existe aussi beaucoup plus d'isolats, c'est-à-dire des familles que l'on ne peut rattacher à aucune des langues que l'on ne peut rattacher à aucune famille particulière. Et donc, plus on avance dans la description des langues africaines, plus on se rend compte que cette diversité linguistique qui est déjà bien mise en avant par Greenberg est en fait un peu plus grande que celle que l'on supposait. Juste pour revenir sur cette connaissance des langues-là, je voulais juste m'attarder sur, donc, pour arriver progressivement au Sénégal, et à un domaine que je connais bien, c'est l'exemple des langues atlantiques. Dans Greenberg, ce que l'on appelle groupe atlantique, c'est quelque chose que l'on considère comme étant un assemblement géographique de langues et pas une famille de langues au niveau phylogénétique. Ce que l'on savait un petit peu avant le programme Sénélangue, donc un projet ANR que j'ai co-dirigé avec ma collègue Stéphane Robert, ce que l'on savait déjà, c'est que la complexité interne de ce regroupement, il était un petit peu plus complexe. Et ce que vous avez sur cette carte-là, c'est la connaissance actuelle que l'on a de cette famille, c'est-à-dire que oui, la famille des langues atlantiques existe. C'est un rassemblement de langues liées entre elles par ce que l'on pourrait appeler le proto-atlantique. Que ce qu'on a assemblé pendant longtemps à l'intérieur de ce groupe, qu'on a appelé aussi sénégalo-guinéen, que vous avez ici en rose, c'est une autre famille de langues rattachée au Niger-Congo, mais qui ne peut pas être regroupée avec l'Atlantique, que l'on appelle aujourd'hui les langues MEL. Et on a aussi là, en gris, donc le Limba et le Gola, des langues qui sont des isolats, c'est-à-dire qui ne peuvent être rattachées ni à la famille MEL, ni à la famille atlantique, ni à aucune autre famille ou groupe de langues que l'on connaît aujourd'hui pour ce continent. Donc, ce que je voulais montrer ici, c'est que dans la première partie de ma présentation, j'ai montré que la linguistique, cette thématique de la mort des langues et des langues en danger montre que la diversité linguistique est en train de disparaître. Et ce que je voudrais vous montrer aussi là, avant de me focaliser sur le cas du Sénégal, c'est vous montrer aussi que cette diversité sur le continent africain reste mal connue. Et ce que vous avez là sur ce côté-là, donc c'est la représentation phylogénétique de la famille atlantique telle qu'on l'a décrit aujourd'hui. Vous avez dans cette représentation en fait 42 langues, c'est-à-dire que c'est les langues sur lesquelles on a pu travailler dans le cadre du projet Sénélangue, et donc c'est des langues que l'on a pu documenter, classer et différencier, distinguer les unes des autres. Et selon la granularité en fait que l'on peut mettre de cette famille, on pourrait monter jusqu'à 87 parlés, puisque là on n'est plus au niveau de la langue, mais il y a des dialectes aussi de chacune de ces langues qui sont différentes. Et je voudrais m'arrêter dans la suite de ma présentation sur justement ce niveau linguistique là aussi, puisque souvent on parle de langue comme si c'était des entités uniques, bien définies, avec des frontières bien claires. Or, en fait, ce sont des constructions linguistiques. Les gens parlent des parlers différents et nous, on vient les décrire et souvent, on colle une étiquette ou on colle l'étiquette
ce qu'eux nomment, mais la diversité linguistique, elle se cache dans tous les parlers, qu'ils soient dialectes ou qu'ils soient langues. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement, puisque même si je travaille sur le Wolof, qui est une langue, comme on l'a dit, largement véhiculaire au Sénégal, elle a aussi des particularités linguistiques cachées dans ces dialectes qui sont intéressants. Et donc je voudrais revenir donc sur justement le Sénégal et la question donc, des langues en danger. Salikoko Mofwene a eu plusieurs fois l'occasion d'aborder la question du Wolof, qui est effectivement considéré comme la langue véhiculaire du Sénégal. C'est ce que vous trouvez dans tous les ouvrages. Même si je finirai par dire quelque chose d'inverse à la fin, je suis quand même plutôt d'accord avec la citation que je vous ai donnée de Fiona McLaughlin, qui considère que le Wolof, c'est la langue dominante du Sénégal urbain. Et dans la question de la mort des langues et des langues en danger en Afrique, je pense qu'il faut regarder deux milieux différents, le milieu urbain et le milieu rural. Il y a deux façons de vivre dans sa langue en Afrique qui est différente selon qu'on est en ville ou selon qu'on est en milieu rural. Et donc je reviendrai sur le cas du Wolof et des particularités urbaines, mais ce qui est vrai pour le Sénégal et notamment pour le sud du Sénégal, c'est qu'on est vraiment dans des situations que l'on appelle en linguistique dans des multilinguismes à petite échelle, c'est-à-dire dans des contextes où on peut pratiquer la langue de l'autre sans qu'il y ait forcément de hiérarchisation entre ces langues. Et c'est des choses qui permettent une grande vivacité des langues et qui permettent justement de pratiquer du multilinguisme non stratifié. Et c'est ce qui est vraiment intéressant quand on se pose la question de la diversité linguistique. En milieu rural, donc là c'est un petit village sénégalais, en milieu rural, de façon assez simpliste, on vit effectivement dans des villages et dans des petites communautés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on décrit les langues et quand on décrit les langues africaines, une des choses qui peut être assez intéressante, c'est de se rendre compte que d'un village à l'autre, les gens dénomment leur langue de façon différente, même si à l'oreille du linguiste, parfois ça peut sonner de façon similaire, mais en même temps, il va y avoir des petites différences. Donc là, on est plus au niveau du dialecte qu'au niveau de la langue, mais ça participe à ce que l'on appelle l'hétérogénéité linguistique, c'est-à-dire que généralement, on va se différencier de l'autre par des petits éléments qui peuvent être linguistiques et qui vont faire que l'on se reconnaît de la même façon qu'en France, quand on vient de Perpignan, de Strasbourg, de Marseille ou de Paris, où on va s'exprimer de façon différente et ça va sonner un petit peu différemment. Là, on est donc dans quelque chose qui participe à l'hétérogénéité linguistique et qui est plutôt ancien et vivace et qui participe aussi donc à ce multilinguisme à petite échelle. Ce qui fait aussi que les locuteurs de ces milieux ruraux ont généralement des répertoires linguistiques assez conséquents, c'est-à-dire qu'ils parlent leur propre langue, qui est généralement la langue de leur village, mais ils vont aussi parler la langue des villages alentours, la langue qui va être aussi influente dans la région, dans la zone, et aussi au niveau de celle du pays. Donc il n'est pas rare que ces locuteurs pratiquent 3, 4, 5 langues différentes. Ce qui change dans l'Afrique dans son ensemble et qu'on peut voir aussi au niveau du Sénégal, c'est qu'il y a une langue autochtone, donc là en l'occurrence pour le Sénégal le Wolof, qui devient progressivement la langue véhiculaire du pays. C'est-à-dire que si on reprend la citation tout à l'heure de Fiona McLaughlin qui disait que le Wolof c'était d'abord la langue urbaine, ce que l'on voit aussi c'est que le Wolof prend le pas petit à petit sur les langues locales dans l'ensemble du pays, y compris pour le sud du Sénégal où jusqu'à présent c'était plutôt
le créole et le diolafoni, qui étaient des langues dominantes dans le sud du Sénégal. Quand on se pose la question de la diversité linguistique, de la description des langues et des langues en danger, ça veut dire qu'il faut regarder ces zones-là avec un regard différent. Dans le milieu rural, le multilinguisme, les répertoires linguistiques, c'était quelque chose qui était relativement fréquent et qui n'était pas, comment dire, je perds mes mots, qui avec le changement en fait de l'arrivée des Européens sur le continent africain a fait changer de paradigme. C'est-à-dire que, et ça a été un petit peu dit dans la présentation précédente, l'arrivée des Européens et l'arrivée donc, des langues indo-européennes et du français au Sénégal impose une hiérarchisation des langues, au moins d'abord au niveau urbain. Et l'expansion du Wolof dans les zones rurales fait ce changement de paradigme aussi en milieu rural. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans les villages, vous n'avez pas forcément besoin effectivement de parler Wolof, mais dès que vous allez dans les magasins ou dans les petites villes qui commencent à se mettre en place dans ces zones un peu plus reculées de ces pays-là, le Wolof devient la langue nécessaire. Alors que jusqu'à présent, dans ce multilinguisme à petite échelle, il n'y avait pas besoin de langue nécessaire, il y avait juste la langue de l'autre, c'est-à-dire parler celle de son interlocuteur. Et quand on travaille sur les langues en danger, ça peut poser un problème parce qu'on a cette impression que les langues existent, qu'elles sont multiples et qu'elles continuent à être utilisées, sauf qu'en fait, elles deviennent utilisées dans des registres de plus en plus petits, de plus en plus restreints. Et ce que l'on sait aussi quand on travaille sur les langues en danger, donc dans ce que l'on appelle des langues moribondes, c'est-à-dire ces langues qui sont dans des environnements plutôt monolingues, où on sait qu'à la fin, il n'y aura qu'une seule langue qui va s'imposer, où les locuteurs pratiquent de moins en moins leur langue, donc ce que l'on appelle vraiment des langues moribondes. On sait que d'écrire ces langues-là, d'un point de vue linguistique, c'est très compliqué parce que les locuteurs ne pratiquent plus leur langue au quotidien dans tous les domaines. Et donc, la langue n'est plus restreinte qu'à quelques petits domaines d'utilisation. Et là, ce que le multilinguisme en Afrique masque, c'est ce phénomène-là aussi. C'est-à-dire qu'avant, on pratiquait plusieurs langues et on pouvait les pratiquer dans plein de contextes. Aujourd'hui, on continue à pratiquer plusieurs langues, mais ce contexte-là se réduit de plus en plus. Alors, je n'ai pas du tout de temps. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de... Oui, ça va. J'ai encore le temps. Donc, juste pour préciser, revenir sur un point. Donc, le Kobiana, c'est une langue qui est parlée plutôt en Guinée-Bissau, sur laquelle j'ai travaillé. Donc, c'est une langue petite en termes de communauté linguistique, puisque c'est une communauté qui a entre 600 et 700 locuteurs. Donc, c'est quelque chose qui est relativement petit, mais qui n'était pas forcément voué à disparaître. C'est-à-dire que la taille de la communauté n'est pas le seul critère pour parler de la vitalité des langues. Ce que l'on voit pour ces locuteurs, c'est donc qu'ils vivent dans une zone rurale, en Guinée-Bissau. Dans cette zone, il y a une autre langue qui doit être utilisée, c'est le mandjak, donc le mandjak tchour, parce que c'est la zone dominante dans la région, et en même temps aussi il y a le créole de Guinée. Mais ils parlent généralement aussi d'autres langues. Ce n'est pas forcément une langue en danger de façon immédiate, puisqu'ils continuent à parler le Kobiana dans les villages, et même s'ils pratiquent d'autres langues. Mais petit à petit, on voit le champ, le domaine de cette langue diminuer, généralement parce que les locuteurs partent en ville, et donc là je reviendrai après sur la particularité du milieu urbain, mais donc les jeunes partent en ville pour chercher du travail, reviennent généralement au village au moment des récoltes et ce genre de choses, et perdent petit à petit leur pratique linguistique. Et une des choses qui
pourrait faire que le Kobiana va être considéré comme une langue qui n'est pas directement menacée, c'est parce qu'ils ont des pratiques religieuses, que l'on appellerait nous animistes, qui sont très fortes et très ancrées sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que ça va bien au-delà des frontières de la Guinée-Bissau, ça remonte jusqu'au Sénégal, où les gens du Sénégal vont jusqu'en village Kobiana pour certaines pratiques rituelles. Et pour parler à ce fétiche, il faut parler en Kobiana. Ce qui veut dire que dans un registre particulier, cette langue, de toute façon, continuera à vivre, puisque la langue de l'ensemble de ces rituels est le Kobiana. Mais si on ne finit pas la description de cette langue, ça va être très compliqué de décrire l'ensemble de ce qu'a été cette langue-là. Et comme je l'ai montré aussi un petit peu précédemment, il y a quand même un retard particulier dans la description des langues africaines, puisque dans la carte précédente, où on voyait effectivement que sur le continent africain, on avait des langues africaines qui continuaient à être parlées et où les langues dominantes n'étaient pas nécessairement des langues indo-européennes. Ce que je vais montrer par la suite, c'est qu'effectivement, les langues qui dominent sur le continent africain sont des langues africaines. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne prennent pas le pas sur d'autres langues locales. Et ces langues locales-là ne sont pas du tout décrites. Et donc la particularité du milieu urbain au Sénégal, c'est la langue forcément à laquelle on pense tout de suite, c'est la langue Wolof. Donc, il faut savoir que le Wolof a été la langue dominante dans le nord du pays avant l'arrivée des Européens. C'était les royaumes qui étaient les plus dominants avant l'arrivée des Européens, et c'était donc déjà une langue qui était véhiculaire dans cet espace-là et qui a servi aussi d'intermédiaire justement entre les colons lorsqu'ils sont arrivés et les habitants du pays. Que ça a changé au niveau de l'arrivée des Européens en Afrique a changé une chose qui n'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup mis en avant dans les études sur le Wolof, c'est deux phénomènes, la normalisation et la standardisation. Donc je vais m'arrêter juste sur la normalisation parce que ce n'est pas forcément quelque chose que l'on connaît bien et que l'on perçoit bien pour le Wolof. Tout à l'heure, je disais qu'en milieu rural, on avait ce que l'on appelle ces multilinguismes à petite échelle. Ça veut dire donc que les locuteurs parlent plusieurs langues et passent d'une langue à l'autre, mélangent les langues dans leur discours et il n'y a pas de regard porté sur sa propre langue, sa façon de parler, ni celle de l'autre. Une des différences qu'apportent, à mon point de vue, les Européens quand ils arrivent sur le continent africain, c'est qu'ils apportent aussi une sorte de hiérarchisation linguistique. Et ça entraîne une normalisation. C'est quelque chose que j'ai pu constater quand j'étais sur le terrain, quand on discute avec des Sénégalais du Sud. Généralement, ils refusent de parler Wolof quand ils sont dans la région de Dakar, parce qu'on se moque de leur Wolof. Parce que quand ils parlent Wolof, ils ne parlent pas un bon Wolof. Alors que quand ils sont dans le Sud, ils peuvent passer du mandingue au diola, au peul ou au baïnouk sans qu'il y ait de regard porté sur leur pratique linguistique. Et ce qui se passe pour le Wolof, en tout cas, parce que ça c'est quelque chose que j'ai vu, et c'est quelque chose que l'on lit beaucoup, et c'est des remarques que l'on entend aussi, c'est ce Wolof pur. Moi, je ne peux pas parler Wolof, parce que je travaille, c'est ma première langue d'études, et quand je cherche des locuteurs, forcément, normalement, je peux travailler à peu près avec n'importe qui au Sénégal, puisque c'est la langue véhiculaire du pays. Mais même quand je suis à Dakar, quand on demande à quelqu'un est-ce que vous accepteriez de travailler avec moi pour travailler sur le Wolof, ah non, je ne peux pas, je ne parle pas un bon Wolof, mon Wolof il n'est pas pur.
Et donc ça, c'est un regard, c'est une normalisation qui est posée, donc qui peut être vraie, parce que effectivement le Wolof est probablement leur langue seconde, voire leur langue troisième, voire leur langue quatrième. Donc ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas dans cette langue, mais il y a quand même un regard, une normalisation du locuteur sur sa langue. Et il y a aussi une standardisation qui est donc là, qui pour le coup est absolument réelle, puisque quand on regarde les premières grammaires qui ont été publiées par le CLAN, donc qui est le Centre de linguistique appliquée de Dakar, il y a une claire volonté de standardiser la langue, c'est-à-dire de poser des règles qui devront être suivies par les wolophones. Et tout ça, en fait, participe à ce que l'on appelle l'homogénéisation linguistique, c'est-à-dire que autant ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le milieu rural, on peut parler différemment sa langue sans que ça ait d'impact et sans qu'on ait de jugement de valeur sur la façon de pratiquer sa langue. C'est sa langue, c'est la langue de mon village, et donc je la parle telle qu'elle doit être parlée, telle que les autres membres de ma communauté la pratiquent, même si elle est différente de celle du village d'à côté. Et la normalisation et la standardisation, elle apporte une homogénéisation linguistique, c'est-à-dire que ça donne un standard vers lequel il faut converger. De mon point de vue, ça a deux conséquences. D'abord, un désintérêt pour les variétés linguistiques, donc quelles qu'elles soient, que ce soit des petites langues, que ce soit des dialectes ou que ce soit d'autres langues. Et ça a aussi une conséquence sur la disparition des variétés rurales du Wolof qui sont très peu documentées. La dernière en date de Sauvageau 1965, avec quelques petits travaux sur le lébou, mais parce que c'est une variété particulière du Wolof et qui est, elle, grandement menacée, puisqu'elle est parlée directement à Dakar, donc dans cette ville où le Wolof et le Wolof urbain est vraiment dominant. Et donc ça a un désintérêt sur la description de ces variétés rurales, parce que ce n'est pas la variété standardisée, parce que ce n'est pas celle qu'il faut parler, parce que ce n'est pas vers celle-là qu'il faut converger, même si c'est celle-là que l'on met en avant généralement quand on veut parler du Wolof pur, hein, quand les gens à Dakar vous disent qu'ils ne parlent pas un bon Wolof parce qu'en fait ils mêlent beaucoup de français dans leur Wolof, ils vous disent tout de suite que le bon Wolof il est parlé en milieu rural, et que dès qu'un Wolophone des villages arrive au Sénégal, on lui dit que c'est un cao-cao parce que en fait il vient du bled, quoi. Il parle pas le Wolof moderne, pas celui qui est bien. Donc voilà. Et bien sûr, dans le milieu rural, et notamment pour le Wolof, ce que l'on voit, c'est l'émergence de ces variétés urbaines. Donc je parle de variétés urbaines pour le Wolof parce que la première variété urbaine à laquelle on pense, c'est forcément le Wolof de Dakar, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si aussi l'Afrique est restée avec ses couleurs, tout à l'heure que je montrais, pas dominée par le vert, c'est parce qu'elle est restée longtemps à l'écart de ces phénomènes de globalisation et de mondialisation. Mais aujourd'hui, l'urbanisation est galopante en Afrique. En 20 ans de carrière, j'ai vu Dakar changer de physionomie totalement. Et on voit aussi des villes arriver dans d'autres régions. Donc il y a Thiès, il y a aussi Ziguinchor, qui est une nouvelle ville dans laquelle forcément le Wolof est en contact avec d'autres langues. Et donc en fait, on a l'émergence de variétés urbaines différentes. Voilà. Alors, la place du français dans tout ça, puisque c'est quand même sur les chaires de la francophonie, et pour l'instant j'ai beaucoup parlé de langue africaine. Ce que l'on a vu effectivement, et ce qui a été dit dans le cours précédent, c'est que donc, le français est bien sûr présent sur le sol sénégalais, le territoire sénégalais, mais qu'il est en perte de vitesse. Et il est en perte de vitesse dans les zones urbaines au profit du Wolof. Mais ça reste une langue présente sur le territoire, ça reste une langue qui a une place
particulière, même si c'est effectivement dans une hiérarchisation des langues et ça reste les langues de l'école, la langue de l'école, pardon, la langue de l'administration et la langue de l'élite. Mais elle participe aussi à cette homogénéisation linguistique. Et donc la première forcément à laquelle on pense, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, c'est cette interférence lexicale, c'est-à-dire que dans l'émergence des variétés urbaines, ce qui caractérise généralement effectivement le Wolof urbain du Wolof rural, c'est cette insertion de tout un tas de lexiques, de mots qui viennent de la langue française, mais pas seulement, parce qu'on trouve aussi de l'interférence lexicale anglaise à l'intérieur du Wolof urbain. Mais donc c'est cette insertion d'éléments français à l'intérieur du Wolof urbain, plus pour le Wolof urbain que pour les autres langues du pays. Et ce que l'on voit peut-être un peu moins, mais qui est tout aussi réel, c'est des interférences qui, elles, sont morphologiques et syntaxiques. Donc on les voit moins forcément, c'est moins visible. Et là, ça joue bien sûr sur le Wolof, pas uniquement le Wolof urbain, mais ça joue aussi sur d'autres langues. Et je vais donc juste pour vous montrer ça, vous parler juste d'un point particulier. Quand on travaille sur donc les langues africaines en général, mais les langues atlantiques aussi, il existe ce que l'on appelle une dérivation applicative, c'est-à-dire c'est un morphème qu'on vient poser sur un verbe et qui permet d'introduire le bénéficiaire d'une action. Donc tout simplement, vous pouvez dire que vous avez préparé des gâteaux, mais vous pouvez dire aussi que vous avez préparé des gâteaux pour les enfants. Et la façon d'introduire ce pour les enfants dans ces langues-là, c'est généralement de mettre un petit morphème sur le verbe qui va vous permettre d'introduire les enfants comme un objet direct. Donc ça a une construction syntaxique assez particulière. En conséquence, dans ces langues-là, la préposition pour, dans le sens de bénéfice, n'existe pas. Il n'y a pas besoin d'avoir de préposition pour, puisqu'il y a un autre moyen syntaxique pour l'introduire. Mais ces langues-là sont au contact de langues indo-européennes, ils sont au contact du français, et ils entendent ce mot pour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc généralement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils l'empruntent. Donc on a en Wolof un emprunt direct, on entend la préposition pour, donc c'est un emprunt complet et direct du français vers le Wolof. Et ce que l'on a vu il y a peu en travaillant sur le badiaranké, c'est qu'on a vu aussi que ces langues-là peuvent développer une préposition pour à partir de leurs propres matériaux morphosyntaxiques, mais elles vont développer une préposition qui n'est pas utile, puisque dans la langue, on a déjà un moyen de faire ça. Pour le badiaranké, dans la grammaire de Ducos de 71, elle dit que cette préposition existe, mais qu'elle est considérée comme pas tout à fait vraiment badiaranké. Donc on sent qu'il y a un emprunt, même si elle est construite avec du matériel morphosyntaxique de la langue. Mais c'est un vrai calque, en fait, de la préposition du français. Ça ne veut pas dire pour autant que ces dérivations applicatives, pour l'instant, ont disparu et disparaissent. Mais ça veut juste montrer, en fait, que via ces phénomènes de contact qui existent, qui sont réels, ça peut aussi conduire à une modification de la syntaxe de ces langues. On peut imaginer qu'à terme, les dérivations applicatives vont disparaître et qu'on va utiliser la préposition pour sur le calque de la syntaxe de la langue française, ce qui veut dire que si jamais ce phénomène arrive, le contact du français avec les langues sur le sol sénégalais participe à l'homogénéisation. Et donc là, ça participe aussi à une perte de la diversité linguistique, c'est-à-dire que les particularités des langues atlantiques vont être amenées à disparaître. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que quand on s'intéresse à la disparition des langues et à la question des langues en danger sur le continent africain, ce que l'on voit, c'est que c'est des langues africaines contre des langues africaines. Ce n'est pas une langue indo-européenne contre des langues africaines. Mais que ces langues africaines restent en contact avec des langues indo-européennes et que cette présence, plus par des phénomènes de contact que par un phénomène d'assimilation, participe aussi à cette homogénéité linguistique.
Et donc, en conclusion, ce que je voulais vous montrer, c'était que, effectivement, les langues disparaissent et ont toujours disparu. Je ne me suis pas du tout posé du point de vue du locuteur, c'est-à-dire que je crois que le titre du cours de Sally Koko-Mufwene, c'était « Il faut que la langue nourrisse son homme ». Et effectivement, il n'y a pas de question à avoir sur est-ce que c'est légitime ou pas d'abandonner sa langue. Les locuteurs, en fait, font un peu ce qu'ils veulent. Et s'ils décident d'abandonner leur langue, ben, il faut qu'ils l'abandonnent. Mais par contre, d'un point de vue de la linguistique, et donc de mon point de vue, c'est-à-dire de quelqu'un qui travaille à la description des langues et qui s'intéresse à la diversité linguistique, ce qu'il faut retenir, c'est que les langues disparaissent et avec cette disparition, la diversité linguistique disparaît avec. Et un retard qu'a pris l'Afrique sur ce point-là, c'est cette idée qu'en Afrique, la situation était quand même un petit peu différente, parce que c'était pas des langues indo-européennes qui venaient faire disparaître des langues amérindiennes ou des langues australiennes ou d'autres langues qui sont dans des familles différentes. Mais ce que l'on voit aussi, en tout cas ce que je voulais vous montrer, c'est que ce n'est pas parce que ce sont des langues africaines contre des langues africaines qu'il n'y a pas une disparition de la diversité linguistique, que cette diversité linguistique est très mal connue, parce qu'à la différence des autres continents, il n'y a pas eu ce sursaut face à l'annonce de la mort des langues, où il y a eu de grands projets sur l'Australie et l'Amérique du Sud, par exemple, et que la diversité linguistique africaine est riche, mal connue, et qu'elle mérite d'être décrite, même si les locuteurs ont tout à fait raison de vouloir changer de langue. Je vous remercie.